J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Claude-Alain Roten, un biologiste, et nous allons parler avec lui de stylométrie. Mais pour commencer, comme c'est un excellent élève et qu'il a maîtrisé la question connue de lui, quels sont les 3 livres que vous conseillez aux lecteurs et aux auditeurs de l'Index? Alors, d'abord, merci pour l'invitation, merci pour la question, et peut-être le premier livre que je pourrais conseiller va certainement vous surprendre parce que c'est un document qui nous vient de Crète. Je vais essayer de présenter ça à la caméra, et qui est un disque. Donc c'est un disque gravé d'environ 200 à 300 caractères, dont vous pouvez retrouver facilement des photos sur internet sous disque de Phaistos. Et c'est un des plus vieux documents écrits qu'on puisse avoir à disposition, que vous allez retrouver facilement en facsimilé dans des boutiques à Héraclion ou dans d'autres endroits de la Crète, et qui reste un grand mystère, quoi. Donc, et la stylométrie, en fait, est un des moyens de pouvoir décoder ce type de mystère. Donc ça, c'est un disque avec des caractères qui n'ont pas encore été décodés? Alors, il y a un groupe qui prétend avoir décodé, donc de nouveau, je propose aux gens de l'Index de jeter un coup d'œil par Google, par un outil de recherche, pour pouvoir voir la solution qui est proposée. Et ça pourrait être une prière à une déesse enceinte de l'époque. Et donc, le deuxième ouvrage? Alors, le deuxième ouvrage est un ouvrage de stylométrie générale qui est écrit en fait pour des gens qui n'ont pas l'habitude des outils mathématiques, des outils statistiques, etc. Donc, ça se lit très bien, ça peut se lire sur la plage, etc. Ça s'appelle Affaires de style, ça vient de sortir il y a quelques mois aux éditions Le Robert, et j'ai même eu le plaisir de voir que j'apparaissais avec mon entreprise au moins 2 fois, voire même une 3e fois de façon un peu plus discrète. Et le 3e livre? Et le 3e livre, c'est en fait pour moi un livre qui est vraiment important, qui est cardinal, parce qu'il montre en fait que c'est difficile d'être un expert dans tous les domaines, etc. À l'heure actuelle, vous avez des experts pour tout. Donc des gens qui, en consultant 3 pages sur Internet, considèrent qu'ils ont tout compris du virus, des conflits en Ukraine, etc. Alors que ce livre montre en fait que c'est un travail qui est ardu, qui n'est pas réservé aux spécialistes, et donc qui a une intelligence en fait dans le collectif. Et je crois beaucoup, disons, à cette intelligence du collectif. Je crois beaucoup à la multidisciplinarité, à la transdisciplinarité, et c'est un très bel exemple. Donc il s'appelle Super Collectif. Il a été écrit il y a 2 ou 3 ans par Émile Servan-Schreiber. Alors, nos auditeurs, moi-même, les lecteurs, les abonnés de l'Index, on va dire, nos connaissances peuvent être limitées dans le champ de la science. Et j'ai une question, en fait, bête. Comment on passe de la biologie, du génome, à la stylométrie? Alors en fait, c'est très simple. Parce que pour pouvoir appliquer un plan, il faut qu'il y ait un plan. Et en fait, quand les gens fonctionnent en société, ils suivent un parcours, ils ont une stratégie de vie familiale, etc. Donc, il y a quelque chose qui est écrit. Un organisme vivant a aussi, disons, ce type de contraintes à suivre. S'il n'a pas de stratégie, il va disparaître au profit d'autres organismes qui ont une stratégie de vie. Et cette stratégie, en fait, on la retrouve dans les organismes, dans son ADN. Donc, et à l'heure actuelle, on a des outils pour pouvoir lire l'ADN, les chromosomes, cette information génétique qui, rassemblée en un seul ensemble, s'appelle génomique. Donc, on peut lire ces informations-là, et on utilise en fait des algorithmes qui permettent de classer, de mesurer, de comparer des informations qui sont codées en fait par 4 lettres. Donc des outils existent, sont à disposition pour la génomique.
Donc, ce que je me suis permis, c'est tout simplement de transposer ces outils, de les adapter dans le cadre de l'analyse de style, de l'analyse de texte. Est-ce que vulgairement, on peut dire que le point commun entre la biologie génomique et la stylométrie, c'est le codage? Oui. Et pour donner un exemple simple, une bactérie dont certainement vos auditeurs ont entendu parler, Escherichia coli, donc le colibacille, donc est une bactérie qui est codée par 4,5 millions de caractères environ. Cette complexité de codage de l'information génétique d'une bactérie correspond à celle de la Bible. Donc on passe de la connaissance, on va dire, informatique, le mot il n'est peut-être pas juste, mais disons codée du génome, à une sorte d'information codée de la lettre de l'humain. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux informations ont le même usage, c'est-à-dire que c'est un transfert d'informations. Et cette information, elle doit être accessible pour les organismes ou pour des êtres humains sous forme de suite de caractères. Donc à un moment donné de votre carrière, vous avez décidé de passer de la biologie, on va dire, à la stylométrie. Donc il y a un saut qu'on a tenté de comprendre un tout petit peu avec ce que vous dites là. Et puis, alors, vous avez en sorte créé une start-up, hein, on peut dire. Peut-être juste présenter comment est structurée votre entreprise. Alors, une start-up est apparue pour une raison bien simple, c'est que quand j'ai commencé à faire ces analyses pour le génome, même dans le cadre de la biologie, ça surprenait un petit peu, disons qu'on pouvait utiliser ce genre de choses. Je n'étais pas le seul biologiste à utiliser, disons, ce type d'outils, mais on n'était pas forcément... Quand vous dites outils, c'est des algorithmes, et des algorithmes, c'est des recettes de cuisine en quelque sorte. C'est des recettes de cuisine. Pour donner un exemple simple, tout le monde maîtrise un algorithme. C'est par exemple faire une division sur le papier. Donc on doit suivre un chemin pour... et c'est typiquement un algorithme. Voilà, ça c'est un bel exemple d'algorithme. Donc vous faites des opérations simples. Donc l'apprentissage de l'enfant à l'école primaire pour apprendre une division, c'est un algorithme. C'est un algorithme. Faire une multiplication sur papier, c'est un algorithme. La preuve par 9, c'est un algorithme, etc. Et ce sont des algorithmes efficaces. Les algorithmes que j'utilise ne sont pas forcément plus complexes que ça, mais sont adaptés, on va dire, disons, aux besoins de comparaison Alors, quand on crée un algorithme dans le champ biologique, c'est dans quel objectif? Alors, dans le cadre... Je parle de biologie pour nous. Dans le cadre de la biologie, c'est déjà de comprendre ce qu'il y a. C'est-à-dire, pour donner un exemple simple, un des premiers signaux importants qui est apparu avec l'utilisation de ces algorithmes, quand j'ai commencé à comparer les génomes les uns par rapport aux autres, c'était de voir que on pouvait faire apparaître là-dedans les virus qui étaient intégrés dans les génomes bactériens. Donc, c'est comme si dans un livre écrit par exemple en français, qui correspondrait au chromosome de la bactérie, j'avais tout d'un coup un chapitre en italien. Donc à l'œil, on voit tout de suite... Ou des paragraphes par exemple. Ou un paragraphe. Donc à l'œil, on voit tout de suite qu'on change de langue, qu'on a tout d'un coup peut-être plus de voyelles en italien qu'en français, ou en tout cas on a un autre ordre d'usage des lettres. Et donc ce que l'œil observe, eh bien c'est ce que mes algorithmes constatent. Et si maintenant on imagine que on a deux auteurs qui ont écrit un bouquin, c'est exactement le même type de travail. C'est-à-dire qu'on va faire apparaître qu'on a des patterns, on a des styles qui sont différents et disons nos algorithmes sont très fins. Donc on s'est amusé comme des fous à les adapter, à les optimaliser à ces questions-là. Donc on peut détecter, quand tout va bien, des ajouts d'une centaine de caractères. Donc ça permet de documenter des textes qui ne sont pas documentés. Prenons un exemple simple, la Bible par exemple. Tout le monde a d'une façon ou d'une autre accès à une Bible, mais personne n'a vraiment
d'informations immédiates sur comment ce livre est apparu. Est-ce qu'il y a eu combien d'auteurs sont intervenus dans le livre? Est-ce que ce livre a été réécrit par des rédacteurs, etc. Donc il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser et la stylométrie est un moyen de répondre à ces questions. Il y a une phrase assez célèbre de Lacan qui dit le style c'est l'homme. Vous êtes 100% d'accord avec ça? Ah, clairement, je veux dire. Et quand on appelle style, parce que ça surprend toujours un peu. C'est formel et matériel aussi. Ah, le style est formel et matériel. Donc on imagine par exemple des effets de style, c'est-à-dire quand des gens vont peut-être utiliser des tournures de phrases un peu empoulées, voilà, exactement. Donc évidemment ça va sortir de l'ordinaire. Nous, ce qu'on capte, c'est vraiment brutal. Hein. Donc il y a deux types d'informations qui sont véhiculées par un texte. Il y a l'information qui est nécessaire, disons un transfert justement d'informations, qu'on peut appeler la sémantique, c'est-à-dire c'est les mots, je veux dire, qui permettent de caractériser, disons, le message qu'on va utiliser. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est la façon de présenter, c'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser des effets dramatiques. On a affaire à un avocat ici, je pense que quand il plaide, il va jouer avec ce genre d'effets pour tout simplement susciter un intérêt aux personnes qui écoutent sa plaidoirie, quoi. Donc on a l'information, la sémantique, la façon de la présenter, la syntaxe, etc. Et ce que nous, on capte avec nos outils qui sont brutaux, hein, quand j'explique ça à des linguistes, ils ont un peu de peine à avaler, disons, ce qu'on fait. Donc on est là sur des patterns de caractères, etc. Ce qu'on capte, en fait, c'est surtout, on a un signal majoritaire de syntaxe. Donc, et c'est ce qui nous permet, par exemple, de pouvoir identifier des textes de deux avocats. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que des avocats vont parler, par exemple, d'une loi, vont utiliser le même vocabulaire, etc., mais ils ne vont pas présenter leur argumentation de la même façon. Et c'est la présentation de l'argumentation qui nous permet de les distinguer. Pour dire simplement, si nous avions des textes de vous et de moi, et qu'à un moment donné, on décidait ensemble de faire un autre ouvrage dont on se partagerait la rédaction, votre système, votre outil, votre algorithme arriverait à distinguer très clairement quel texte est écrit par vous ou par moi. Jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Alors, pour donner un exemple simple, dans le livre que j'ai présenté, donc Affaires de style, qui est écrit en fait par deux auteurs de l'école des chartes, avec lesquels on a travaillé. On n'a pas vraiment collaboré, mais on a travaillé sur le même sujet, Quanon. Donc, eux ont travaillé sur une pièce de Molière, donc, et qui a été écrite en partie par Corneille, en partie par Molière. Et ce qui était superbe pour ce groupe de stylométrie, c'est qu'ils ont pu retrouver le contrat de droit, parce qu'il y avait déjà des droits qui étaient affectés, disons, aux revenus de pièces, déjà à cette époque-là, dans lequel, alors je ne sais plus maintenant, Corneille disait, j'ai écrit l'acte 1, Molière l'acte 2, etc. Donc ils étaient en fait trois là-dedans, il y avait une partie aussi dansée qui apparaissait dans cette pièce-là. Donc ce groupe-là a pu montrer justement que en utilisant des outils qui sont en fait très proches de ceux qu'on utilise, que les parties Corneille avaient un style qui était retrouvé dans les autres parties Corneille, que celles de Molière avaient leur style à eux, et puis que c'était deux styles différents. Donc concrètement, que le contrat qui avait été signé à l'époque sur les droits de cette pièce correspondait vraiment à une réalité. Et alors, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce que vous ressentez un besoin de la cité au sens large d'utiliser ce genre d'outils? Ou bien on est simplement à un début de quelque chose dont on ne connaît pas l'ampleur et même la substance? Alors, ce qu'il faut bien comprendre actuellement, c'est que ces outils-là peuvent servir à répondre à des besoins qui sont vraiment importants. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui abusent en fait
de l'anonymat pour terroriser. Prenons l'exemple de Quanon. Alors peut-être juste avant, pour que tout le monde comprenne, parce que c'est pas sûr, juste expliquer qu'est-ce que c'est Quanon. Quanon, ce sont des textes qui ont commencé à être publiés, édités dans des sites très glauques, pour ne pas dire plus. Les premiers textes de Quanon sont sortis dans un site qui s'appelle 4chan. La plupart des textes ont ensuite été publiés dans un autre site qui s'appelle 8chan. Et ces sites-là, en fait, essaient d'orienter les électeurs américains pour leur dire, voilà, il y a des questions à vous poser, on vous manipule, une conspiration gouverne secrètement les États-Unis. Donc Quanon, c'est l'ensemble de ces textes, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est des textes qui ont été qualifiés de terroristes par le FBI. D'accord. Qui ont été publiés anonymement, qui ont incité les gens à mettre à sac le Capitole le 6 janvier. Donc, qui sont signés, qui sont censés être signés par un seul auteur, Q. Donc, et le corpus s'appelle Quanon. Donc Q, c'est un nom anonyme, d'accord, c'est pas un signifiant humain. C'est un anonyme. Donc, la seule chose, c'est que les gens croient que c'est toutes sortes de références à un niveau de sécurité Q qui permet aux gens, aux fonctionnaires américains qui ont ce niveau-là d'accéder à des secrets militaires, des secrets de fonctionnement du gouvernement américain. Donc la personne qui a signé Q a essayé de se donner de l'importance. Une légitimité d'espion. Légitimité, je ne sais pas, mais en tout cas une importance d'espion. Et on a été très intrigué par ce corpus anonyme. On avait les outils pour pouvoir décortiquer ça. D'ailleurs, juste pour dire, là on parle de la langue, mais ça peut être français, anglais, japonais, etc. Alors, là on parle de la langue anglaise, mais ça peut être pour toutes les langues. Alors dans toutes les langues qu'on a testées actuellement, cela fonctionne. Et cela fonctionne à l'échelle d'unités de caractères, que cela soit des caractères latins, cyrilliques, des caractères d'abjad comme l'hébreu ou l'arabe, ou des caractères, des idéogrammes. Donc ça fonctionne dans ce sens-là. Donc on revient à Quanon alors. L'idée c'était quoi? Donc Quanon, c'était simple. On avait 5000 messages qui correspondaient à plusieurs centaines de milliers de caractères. On a donné ça disons, à analyser à notre logiciel. Et si l'hypothèse qui était partagée par les partisans était correcte, on aurait vu apparaître qu'un seul style. Quand on a lancé nos analyses, on a eu 2 styles qui sont apparus. Et ces très différents. 2 styles différents, donc parfaitement distincts. Et ces 2 styles, ce qui était très intriguant, étaient en fait séparés dans le temps, c'est-à-dire que le premier style correspondait au premier message qui avait été publié sur un site, 4chan, et puis le deuxième style apparaissait dans les messages d'un deuxième site qui s'appelle 8chan, qui s'appelait 8chan, qui est devenu maintenant 8kun, et donc tout se passait comme si on avait eu 2 auteurs liés à des sites différents qui avaient écrit ce corpus. Et rien que le fait de pouvoir dire ces 2 auteurs au lieu d'un auteur, eh bien ça documentait le fait qu'il y avait eu une manipulation des électeurs américains. Et là, je crois, donc on a publié une ou 2 fois dans le New York Times les résultats de cette enquête, ou bien d'une enquête conjointe faite par des journalistes et qui sont également tombés sur votre travail. Voilà, mais juste pour dire, donc, quand on a vu nos 2 styles, on a écrit un communiqué de presse qui a été repris par des médias américains spécialisés, qui a été repris dans des sites tout à fait respectables comme Vice.com, etc. Et les gens ont trouvé intéressant, disons, l'information déjà à 2 styles. Ça correspondait, disons, à ce que les journalistes avaient vu. Un média comme le New York Times nous a contactés en disant « mais est-ce que vous ne pourriez pas peut-être identifier les gens qui se cachent derrière, etc. » Il se trouve que les médias américains avaient déjà fait une superbe analyse d'investigation
Donc il avait réussi à identifier 6 personnes qui gravitaient, on va dire, de façon très lourde autour de la publication de ces messages. On avait les noms, ça nous a pris un certain temps pour retrouver les textes. On a utilisé ces textes de référence et on a pu identifier 2 personnes qui correspondaient, pour dire les choses simplement, qui ont participé à ces dossiers. Donc j'ai suivi, mais à un tout petit niveau, certains progrès. Puis à un moment donné, j'ai accepté personnellement, avec quelques-uns autour de moi, à une expérience que vous avez faite qui consistait à nous demander des chiffres. Des suivis de chiffres, c'est-à-dire qu'on devait faire des plots de chiffres, je ne me rappelle plus très bien, de 6 ou 8 chiffres, mais énormément, sur plusieurs pages, prétendument au hasard, c'est-à-dire que chaque candidat à cette expérience pouvait utiliser les chiffres qu'il voulait. Alors si c'était par exemple 8 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, mais vous deviez cumuler ça, et donc sans jamais vous répéter, et donc vous croyez. Et là, alors d'après ce que j'ai compris du résultat, c'est que en réalité, vous arrivez à démontrer que finalement, il n'y a pas de hasard dans les choix que l'on fait, et que les choix que l'on fait individuellement, que l'on croit être de hasard, se rencontrent dans des styles, pour des chiffres différents selon les auteurs. Est-ce que j'ai expliqué quelque chose de juste ou je me gourre totalement? C'est parfaitement correct. Mais alors, ça paraît extraordinaire, parce que finalement, on se dit que si on prend une feuille, vous et moi, et on aligne des chiffres, on comprend bien que ces chiffres-là seraient différents, puisqu'on le fait, mais que à la fin, quelle est l'importance finalement? Comment on arrive à distinguer vos chiffres des miens? Parce que tout simplement, il y a on va dire de façon indirecte, donc il y a des chiffres qu'on aime, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Je veux dire, il y a des gens qui adorent les chiffres pairs, d'autres qui les détestent. Les Américains détestent le chiffre 13 pour des raisons obscures, quoi. Qui correspondent en fait à une mauvaise compréhension du message chrétien, quoi. Donc les Chinois détestent le chiffre 4 comme les Japonais, parce que pour eux ce chiffre correspond à la mort, alors que les Chinois adorent le chiffre 8. Donc il y a toute une symbolique derrière les chiffres qui se cache et qui est en fait pas forcément facilement accessible pour la personne à qui on demande par exemple de faire une série de chiffres, etc. Mais qui d'une certaine façon la conduit, quoi. Donc, et il se trouve que l'être humain est un très mauvais générateur de chiffres. Si on lui demande de choisir des chiffres au hasard, il va se laisser guider par sa zone de confort, par son expérience. D'ailleurs, il y a dans un des livres de Freud cette idée que, par exemple, lors des rêves, lorsqu'on rêve de chiffres, c'est jamais un hasard, ça correspond vraiment au rêveur, et il pourrait dire pourquoi il y a le chiffre à un moment donné, alors 77 qui sort. Si je le sors, on peut faire un petit test. Si les gens ont envie de participer là-dedans, je vais leur demander quel est leur chiffre préféré entre 0 et 9. D'accord. Et je ne connais pas la réponse, on va dire individuellement, mais pour une population, je sais quel est le chiffre qui va sortir. Je ne vais pas le dire maintenant. On pourrait demander au lecteur de l'index de mettre ça en commentaire en disant pour moi, c'est le... Comme j'ai demandé entre 0 et 9, je vais dire le 13, qui est évidemment un autre qui ne correspond pas à celui-là. Non, je ne vais pas commencer à vous guider, mais je vais dire à Stéphane quel est le chiffre qui a été vu. Et ce chiffre-là sera... en fait, ça rentre aussi dans le domaine de la statistique finalement. Ah, mais la stylométrie, c'est de la statistique. D'accord. Mais la première chose qu'on cherche à retrouver par la statistique sur un texte, c'est quels sont les patterns qui sont partagés par ce texte, c'est-à-dire qu'est-ce qui est commun à ce texte. Et tout le travail en fait de stylométrie, c'est de retrouver ce qui est commun à un auteur pour savoir si
l'autre partie commune qu'on va retrouver vis-à-vis d'autres auteurs est distincte ou pas, c'est tout. Donc, il faut rechercher ce qui est proche à un auteur de ce qui est distinct d'un auteur. Donc, vous nous avez offert un titre sur le super collectif. L'intelligence collective, c'est un de vos arguments principaux. Donc, cette intelligence collective, j'imagine qu'elle a dû être nécessaire pour créer ce logiciel et algorithme avec plusieurs compétences des gens qui sont arrivés à la création de ce logiciel, ou je me trompe? Ah non, vous avez parfaitement compris les choses. Donc, alors, c'est quel type d'intelligence a participé à l'élaboration de ce logiciel? Alors, je ne sais pas, moi j'imagine, je ne connais pas la réponse, mais j'imagine peut-être des linguistes, des informaticiens, des mathématiciens, je ne sais pas exactement. Oui, et vous pouvez rajouter des physiciens. Des physiciens, d'accord. Voilà. Alors c'est quoi, peut-être, c'est juste les exemples que j'ai donnés là. Alors quelle est par exemple l'importance du mathématicien dans la création de l'algorithme en littérature? Avec des mots, si vous voulez. L'importance d'un mathématicien, c'est très simple, c'est tout simplement de fournir des outils qui permettent de faire des comparaisons, et puis les comparaisons qui soient les plus pertinentes possibles. D'accord. Et le linguiste? Le linguiste, c'est de savoir quels sont les types d'unités qu'on va analyser. On peut analyser des lettres, on peut analyser des syllabes, on peut analyser des espaces, mots, on peut analyser des enchaînements d'unités, de lettres, de syllabes, de mots, etc. Donc très important dans la création d'un logiciel comme ça. Et le biologiste spécialiste en génome, c'est quoi sa plus-value? Alors sa plus-value, c'est que lui, ça lui fait pas peur d'avaler des millions de caractères, quoi. Donc de travailler. En fait, on parle de biologie, mais il se trouve que je suis biologiste, voilà. Donc je me suis formé en biologie, mais à la fin du XXe siècle, donc au milieu des années 90, on a eu accès aux séquences génomiques complètes des organismes comme des bactéries. Donc on était un petit peu démunis par rapport à ça parce qu'on passait d'une séquence de gènes qui pouvait avoir quelques milliers de caractères à tout d'un coup des millions de caractères. Donc il se trouve que les gens qui se sont intéressés comme moi à ce type d'analyse ont dû se former sur le tas. Se former en ce qu'on appelle data science. Donc, à l'époque, je peux vous assurer que je ne savais pas ce qu'était la data science. Ouais. Il n'y avait pas de formation de data science. On va dire que c'est des immenses bases de données. C'est tout simplement gérer une base de données complexes, etc. Et il fallait aussi se former au machine learning, donc à l'intelligence artificielle. Donc ça va certainement effrayer quelques-uns de vos auditeurs. Mais il y a une chose, je peux les rassurer, c'est qu'on parle d'intelligence artificielle, mais pour moi, c'est un pur effet marketing. Il n'y a rien d'intelligent dans l'intelligence artificielle. On va tout simplement demander aux algorithmes, comme dans une opération de division sur le papier, de faire un travail bien précis, de le faire le plus efficacement possible. Le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible, sans erreur, etc. Donc pour ça, les machines sont royales, quoi. Donc il se trouve que j'ai fait aussi du machine learning sans savoir ce qu'était du machine learning, qui fait partie de l'intelligence artificielle, etc. Donc maintenant je peux me barder de différents titres, à part la biologie, aller hop, data science, aller encore un petit peu plus intelligence artificielle, mais je me suis formé sur le tas. Donc, et ça c'est une chose peut-être qu'on peut aussi... c'est l'auto-formation en partie? Ça s'est formé comme un forgeron. En forgeant, on devient forgeron, quoi. Donc, évidemment, on était en contact avec d'autres personnes qui faisaient ça, etc. On a appris des autres, l'intelligence collective, etc. Mais il n'y avait pas, disons, de filière de formation, etc. Et ça a deux énormes avantages. Le premier avantage, c'est que vous êtes dans un domaine nouveau, donc vous pouvez obtenir facilement une information pertinente avec des outils qui étaient, disons, quand on analyse rétrospectivement, qui étaient dérisoires, un petit Mac+, etc., et vous aviez déjà suffisamment d'informations
informations pour pouvoir réarranger votre chromosome avec des algorithmes relativement simples. Donc, donc on obtient facilement de l'information. Et le deuxième avantage que ça a, c'est qu'il y a un côté qui est très gratifiant parce que vous êtes dans un domaine qui est neuf, vous obtenez de l'information, vous êtes formé vous-même, donc vous avez, vous êtes dans une position dans laquelle vous êtes en train d'acquérir énormément de confiance en vous, et ça dans un domaine comme la science, c'est quelque chose de très important, quoi. Donc, c'est-à-dire vous commencez à avoir beaucoup de culot, et ça vous permet ensuite de basculer, d'avoir le culot suffisant pour passer de la génomique à la stylométrie. Alors pour suivre notre progression là, le physicien, c'est quoi la plus-value du physicien dans ce super collectif? Alors le physicien, c'est quelqu'un qui est hyper important, parce que si on reprend ce domaine de la stylométrie, on pourrait, moi ce qui me surprend le plus quand je regarde comme ça rétrospectivement, c'est le fait que j'ai l'impression que ce que je fais, on aurait déjà pu le faire il y a 20 ou 30 ans, quoi. Donc, alors avec des outils qui auraient été moins performants, etc. Mais on aurait pu le faire, je veux dire. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça n'a pas été fait. Donc, alors, pour répondre maintenant à la question qui a été posée, c'est que c'est très simple. Pour un mathématicien, la stylométrie, ça demande des mathématiques, mais ça dérive de la réalité. Donc c'est de la statistique. C'est-à-dire qu'on n'a pas une équation Molière, une équation Cornell qui serait magnifique, donc les mathématiciens sont là, vous avez vu cette équation-là, elle est belle, elle est magnifique, etc. Donc évidemment, pour les non-mathématiciens, je veux dire, il y a des symboles comme ça qui sont couchés sur le papier, c'est pas forcément très parlant, etc. Mais pour un mathématicien, il peut y avoir une beauté, disons, à développer un outil mathématique, mais dans le cadre de la stylométrie, c'est pas des outils très complexes, donc c'est pas très gratifiant, on va dire, pour les mathématiciens. Pour des linguistes, le fait de faire le type de stylométrie qu'on fait sur les unités de caractère, c'est assez barbare, quoi. Le linguiste a quand même envie qu'on puisse traiter, disons, de mots, etc. Alors le physicien, il est royal parce qu'il est exactement entre deux, c'est-à-dire lui, c'est un pragmatique. Donc il maîtrise très bien l'outil mathématique. Il va utiliser cet outil mathématique dans une réalité qui peut être très complexe, mais il ne va pas chercher la belle équation, etc. Il va chercher à être efficace. Lui, c'est la personne qui va dire « ouais, c'est pas très beau, mais on y va comme ça, etc. » Donc, rien que déjà de mettre ces trois pôles là-dedans, donc ça rend, disons, le savoir-faire beaucoup plus dynamique, et puis ça permet de répondre à ces questions, quoi. Donc, et puis alors, bon, moi je suis avocat, etc. On se dit, est-ce qu'il peut y avoir une utilité dans le champ judiciaire? Vous avez l'un ou l'autre exemple où vous vous dites, voilà, ça peut être utile et efficace. Alors ça peut être utile, ça peut être efficace. Vous avez des exemples? Mais le problème que j'ai, c'est qu'on a fait une vingtaine d'expertises, et pour chacune de ces expertises, je suis lié par un devoir de... Non, mais j'aimerais, il faut que ça soit clair. Donc là, je ne peux pas passer... Je suis lié à un devoir de confidentialité. C'est-à-dire que les personnes qui sont impactées par différentes malversations n'ont pas envie de montrer qu'elles ont eu des faiblesses dans leur parcours qui ont permis, disons, que ces malversations les malmènent, quoi. Donc on est lié à cette confidentialité. En restant sur un plan général, on va dire ça. Alors, ce que je peux quand même dire, c'est qu'on est apparu publiquement pour l'affaire Grégory. Donc je peux parler de façon très générale de ce qui peut être fait. L'affaire Grégory, quand même, on va juste la resituer, je crois que c'est 1983. 84, donc il y a 16 octobre 84. 16 octobre, donc on est là 36 ans plus tard, et on se dit, la stylométrie existait de toute manière pas... il y avait des choses qu'on a déjà pu utiliser. Alors, ouais, peut-être, on se demande toujours qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette affaire Grégory.
une mère qui a été accusée à tort à un moment donné, un père qui a commis un meurtre, qui a fait de la prison, et une ambiance de village ou de région absolument exécrable qui fait que la justice, l'institution judiciaire française n'a jamais abandonné l'idée de pouvoir amener ces gens en jugement. Alors, que vient faire votre entreprise dans ce charabia extraordinaire? Alors, notre entreprise est intervenue parce que c'est un charabia extraordinaire, il faut être bien d'accord. Quand on a la chance de pouvoir discuter avec des protagonistes qui ont participé aux enquêtes, on se rend compte en fait que si cette enquête avait été menée rondement par un juge qui aurait respecté, on va dire, les bonnes pratiques judiciaires minimales, on aurait pu avoir une résolution de cette affaire assez rapidement, quoi. Quand je dis assez rapidement, c'est de l'ordre de quelques années, quoi. Donc, or, il se trouve qu'il y a eu des dérapages multiples. Donc, il n'y a pas eu une autopsie, par exemple, bien établie après le crime. Il y a des pièces qui ont disparu. Enfin, c'est hallucinant quand on regarde dans le détail, disons, la gestion de ces pièces là-dedans, quoi. Donc, donc, comme c'était mal géré, la justice a demandé de l'aide un peu de tous les côtés, dont notamment de l'analyse de documents. Et la seule analyse de documents qui était disponible à l'époque, c'était l'analyse de ce que le public connaît sous le nom de l'analyse de graphologie. Alors qu'en fait, si vous demandez à un spécialiste est-ce qu'il fait de la graphologie, il va tout de suite dire non, 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 moi je fais de la graphométrie ou de la graphonomie. Donc, et les gens vont dire ouais, c'est quoi, c'est différent, etc. C'est-à-dire, pour bien comprendre, la graphologie, c'est un peu ce que l'astrologie est à l'astronomie, c'est-à-dire que à partir d'informations astronomiques, un astrologue va essayer de déterminer un profil. Alors, en graphologie, c'est la même chose. Et dans une enquête policière, en fait, les policiers sont surtout intéressés à comparer des documents et normalement se laissent ouverts, n'ont pas forcément envie d'avoir un profil de la personne qui apparaît. Est-ce que c'est un pervers parce qu'il fait des majuscules avec des circulaires ou pas, etc. C'est pas une information qui peut être pertinente dans le cas d'une affaire comme celle-ci. Donc, les analyses de documents par graphométrie étaient disponibles, donc elles ont été faites, et puis comme les protagonistes de cette affaire se sont ingéniés pour rendre ces analyses quasiment impossibles, tout simplement en changeant d'écriture, par exemple en écrivant une lettre anonyme avec des lettres en bâton, une autre fois en écrivant de la main gauche alors que c'était une personne qui était droitière, etc. Donc en changeant les caractéristiques de l'écriture, ça rendait tout simplement impossible de faire ce type de travail. Donc on perdait une source précieuse d'informations. Donc si on a fourni de l'information aux enquêteurs dans l'affaire Grégory, c'est qu'on les a contactés et puis on leur a dit écoutez, vous avez des lettres anonymes. Ces lettres anonymes sont diverses quant à la forme de l'écriture. Si c'est la même personne qui les a conçues, on peut nous la détecter par nos outils de stylométrie. Et comme la stylométrie, disons, n'était pas accessible pour ces enquêteurs, eh bien, donc on les a contactés et on a pu leur montrer les résultats qu'on avait fait avec quelques essais, non pas avec les lettres qu'on peut trouver, disons, sur le net, donc les lettres anonymes, les lettres de menaces, les lettres de revendication du crime, etc., mais avec des gens dans le périmètre de l'entreprise qui ont accepté de nous écrire des pseudo-lettres de menaces, des pseudo-lettres de revendication du crime, etc., comme dans l'exercice des chiffres.
et puis de montrer qu'on avait la capacité pour des lettres de ce type-là, avec un langage qu'on peut qualifier d'ordurier, parce que certaines des personnes qui nous ont aidés se sont lâchées, et je les en remercie d'ailleurs, c'était exactement ce que je voulais. Hein. Donc on pouvait voir qu'on avait le matériel, on avait les outils algorithmiques pour répondre à cette question. Donc, j'étais en train de penser en vous écoutant que peut-être on a un débit des mots à l'oral qui peuvent être différents de l'écrit. Si je comprends la technique stylométrique, ça serait non. Ça serait dire que quand je parle, j'ai le même souffle ou le même rythme ou les mêmes mots qu'à l'écrit. Alors non, on a fait une analyse. On a fait une analyse concernant en fait des textes qui ont été mis à disposition au public au moment de l'élection du juge Kavanaugh à la Cour suprême américaine il y a de ça 5 ans. Donc, une élection contestée. Élection contestée pour des raisons de parcours, on va dire, du juge Kavanaugh qui avait été accusé d'assaut sexuel, etc. Donc le juge a produit des documents, s'est exprimé oralement, et puis la personne qui a clamé que le juge l'avait agressé sexuellement il y a de ça quelques décennies, avait aussi, elle, fourni des documents et s'était aussi exprimé oralement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une différence, si je prends le juge Kavanaugh écrit, le juge Kavanaugh oral, où la personne, Christine Bradley Ford, qui se plaignait justement du comportement du juge quand il était jeune, etc., quand elle s'exprime à l'oral ou à l'écrit, était différent. Par contre, on peut authentifier une transcription orale d'une personne, on peut authentifier son information écrite. Il y a une différence, mais on peut même voir, d'une certaine façon voir comment cette différence peut être établie. Donc, on ne peut pas faire un lien direct, mais on peut quand même faire un lien qui peut être utile. Donc, et puis peut-être, j'imagine que par exemple, s'il y a 2 contrats qui sont contestés, dont l'un aurait été faussement l'objet d'ajout, par exemple, on arriverait à déceler, même dans ce champ-là, des modifications personnelles, c'est-à-dire qui serait l'auteur d'adjonction illicite sur un contrat. Parce que ma question, en fait, combien de caractères faudrait-il pour que ça soit pertinent votre logiciel? On se dit quand même qu'il faudrait un certain... Combien? Je connais la réponse. Je connais la réponse, mais disons, j'ai envie de dire, il faudrait quand même plusieurs pages à 4. Pas forcément, donc on peut descendre bien plus bas. Combien de caractères? Alors ça dépend du contexte. Parce que si je dois comparer deux avocats qui vont s'exprimer très courtoisement sur un article de loi selon un format bien précis, etc., on comprend qu'il faut plus. Il me faudra plus de caractères que 2 crapules qui se lâchent en maltraitant sémantique et syntaxe. Alors au plus simple, vous diriez quoi de ceux qui... Alors notre expérience montre qu'on peut descendre jusqu'à une centaine de caractères. Parce que ça paraît assez extraordinaire. Quand on parle de 100 caractères, c'est vraiment... Mais là, on est dans un cadre criminel dans lequel les gens, quand ils communiquent... Ils se lâchent totalement. Ils se lâchent totalement parce que non seulement ils ont commis un crime, mais en plus de ça, d'une certaine façon, ils le signent, même si c'est signé anonymement, quoi. Mais ils veulent le signer de telle façon à ce que la personne qui survit, disons, à ce crime... et encore plus mal, quoi. Donc c'est
je ne vais pas rentrer dans les détails, Mais, mais dans un contexte de ce type-là, pour nous, c'est royal. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de marques personnelles qui apparaissent. Pour donner un exemple simple, c'est la fameuse affaire en France, Omar m'a tué. Ah d'accord. Voilà. Donc, et on a retrouvé une marque sanglante, Omar m'a tué, etc., avec une faute d'orthographe. Donc, et les gens pensent qu'il n'y a pas eu de stylométrie en France, mais pour le jugement de cette affaire, le raisonnement qui a été fait, c'est un raisonnement stylométrique. Et c'est d'ailleurs très très bien expliqué dans le livre de Cafiero et de Caen, Affaire de style. Si ça vous intéresse, je vous renvoie, disons, à ce bouquin, etc. Donc, mais quelle est leur conclusion dans ce bouquin pour cette affaire-là? Eh bien, pour cette affaire-là, donc il y a une faute d'orthographe, et toute la question était, est-ce que la victime qui venait d'un milieu aisé était capable de faire cette faute d'orthographe? On est tous capables de le faire, hein, mais l'a-t-elle fait? Voilà. Voilà. Et en fait, c'est très simple. La réponse a été apportée parce qu'on a pu, les enquêteurs ont pu avoir accès, disons, aux documents autour de cette enquête. Et cette personne-là faisait assez facilement cette faute-là, ce type de faute-là. Donc cette conclusion provisoire qui est émise va complètement à l'encontre de la position de l'avocate du criminel prétendu qui a été finalement gracié, qui récemment est venu avec, là on retombe dans le génome, avec des arguments de type biologique, mais je crois que les nouvelles expertises ADN sur de nouvelles preuves ADN a été refusée dans le cadre de la troisième ou quatrième. Je ne peux pas me prononcer sur cette affaire d'un point de vue judiciaire, je peux parler que de stylométrie. D'un point de vue stylométrique, le jugement qui a été prononcé semble parfaitement adéquat. Et puis vous avez. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose dans le champ musical, où là, on n'a pas des lettres, mais des croches, etc., et des gammes. Est-ce que ce serait possible de dire telle pièce a été composée par Mozart, telle autre par Salieri, etc. C'est-à-dire qu'en tout cas, au niveau des styles de musique, il y a des outils qui sont tout simplement déjà magnifiques, c'est-à-dire qu'on peut voir des outils, des partitions baroques. Peut-être que je peux transmettre un document que je n'ai pas à disposition maintenant avec moi, mais que peut-être Maître Riant pourra transmettre aux auditeurs par la suite. C'est notamment d'un physicien, de nouveau c'est Satané physicien, etc., qui a fait toute une série d'analyses sur ces séquences d'informations, qu'elles soient musicales ou de texte, hein, et qui avait déjà des outils qui étaient pas du tout ridicules, et je pense que vous seriez étonné de voir la différence de comportement entre une pièce baroque ou une pièce romantique. Et puis, pour prendre un exemple, disons, au niveau littéraire, est-ce que ces outils-là disent quelque chose de la qualité d'une œuvre? Moi, j'ai envie de dire que ça devrait être impossible, que ce choix-là, il serait éminemment subjectif chez chaque lecteur, et que c'est pas parce que certains, par exemple, auraient des affinités avec Proust que Duras ne sera pas aussi remarquable pour aller dans un autre style, que Boris Vian c'est pas Balzac, etc. Comment s'inscrit la stylométrie, on va dire, dans ces jugements de qualité qu'émettrait un lecteur? Vous préfériez peut-être Zola à Stendhal et moi le contraire. Alors, c'est assez simple. Le type de stylométrie qu'on utilise est parfaitement agnostique. C'est-à-dire, elle peut... Oui, ma question, la qualité. Sur la qualité. Je termine. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne cherche pas à qualifier un document. C'est-à-dire qu'on cherche à voir si c'est le même auteur qui a produit... Dupont ou Durand. Voilà, disons ces documents-là, ou bien s'il y a quelqu'un d'autre, ou quelques-uns d'autres qui sont intervenus. Donc, maintenant, il existe des moyens de faire ce genre de choses. Mais ce sont des moyens qui sont... là, on rentre on va dire, dans un processus qui est de
l'intelligence artificielle beaucoup plus conventionnelle. Donc nous, on fait de l'intelligence artificielle, mais voilà, on n'en tire pas, on n'est pas là en train de dire « waouh, on est les meilleurs du monde », etc. C'est pas ça. Donc, pour dire les choses simplement, on travaille de façon agnostique, c'est-à-dire on ne cherche pas à qualifier. Si on veut qualifier, on doit fournir au logiciel des exemples pour pouvoir dire « ah, ça c'est du bon style, j'aime bien » ou « ça c'est une femme qui a produit, ça c'est un homme » ou « c'est quelqu'un de jeune » ou « c'est quelqu'un de plus âgé » ou « c'est quelqu'un de lettré » ou bien « c'est quelqu'un qui s'est auto-formé » etc. Donc je veux dire, donc on doit donner des clés. On pourrait donner des clés émotionnelles, par exemple, de compréhension des œuvres. On peut donner des clés émotionnelles, mais le risque, le piège, l'intelligence artificielle, on va utiliser des réseaux neuronaux, etc. Donc, je veux dire, qui vont s'auto-adapter pour produire disons, le meilleur signal possible, etc., en fonction de ce qui a été donné. Donc, le piège, ce n'est pas la qualité des algorithmes, c'est la base de données d'apprentissage. Donc, l'intelligence artificielle ne peut donner que ce qu'on lui a expliqué, ce qui pouvait être utile ou pas, disons, pour répondre à une question bien précise. Et puis, une dernière question, peut-être tout à fait bateau, est-ce qu'on doit avoir peur, oui ou non, de l'intelligence artificielle? J'aimerais que vous disiez à la fois oui et à la fois non et nous expliquer le pourquoi rapidement. Ah, vous posez les questions puis voilà. Vous posez les réponses. Non, le oui et le non, parce que tout un chacun sait les avantages et tout un chacun peut deviner les inconvénients. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est comme toute nouvelle approche, nouvelle technologie. Il y a à la fois du bon et du mauvais, quoi. Donc, alors le bon? Le bon, c'est par exemple qu'on peut servir d'arbitre et puis siffler la fin de partie. Il y a des gens qui font de la fraude, des escroqueries, qui harcèlent en meute des gens, etc. Donc, et là, je peux dérouler. Hein. D'accord. L'intelligence. Ça sera pour une autre fois. Et puis le mauvais, alors le mauvais. Alors, le mauvais dit grossièrement. Alors le mauvais, je vais dire ça très simplement, c'est-à-dire qu'on a demandé il y a maintenant des logiciels d'intelligence artificielle qui sont capables d'ingurgiter tout ce qui est disponible dans une base de données. Ça peut être Twitter, ça peut être des réseaux sociaux, etc. Puis on s'est rendu compte que, par exemple, quand on faisait cet exercice, après 24 heures, vous pouviez avoir une intelligence artificielle qui avait une idéologie parfaitement nazie, quoi, donc qui appréciait. Pourquoi? Parce qu'elle s'est abreuvée sur des réseaux sociaux dans lesquels il y avait beaucoup plus de discours de haine, nazis, etc. Donc elle a utilisé ça comme base d'apprentissage et elle a recraché ça ensuite sous forme de réponse aux questions qu'on lui posait, quoi. Alors, Claude-Alain Roten, merci pour ce moment, c'était très intéressant. Un plaisir partagé.